Ils n'ont pas demandé, ils ont juste décidé. Et comme toujours, on attendait de moi que j'acquiesce, que je souris et que je fasse en sorte que tout fonctionne. Je m'appelle Rachel Connors. J'ai 28 ans, je suis cadre comptable dans une entreprise dont personne en dehors de la finance n'a entendu parler, et je mène une vie tranquille dans un immeuble tranquille, sans drame et sans dégâts. J'ai construit tout ce que j'ai à partir de zéro. Mon diplôme, mon emploi, mon score de crédit, même ma table de cuisine. Pas de cadeaux, pas de raccourcis. Mais si vous demandiez à ma famille, ils diraient probablement que je suis la froide. Pas parce que j'ai déjà crié, claqué la porte ou fait quelque chose de cruel, mais simplement parce que j'ai arrêté de réparer leurs bêtises. Vous voyez, j'ai une sœur aînée, Aaron, de 2 ans plus âgée que moi, mais qui, d'une manière ou d'une autre, est toujours 5 pas derrière. Aaron a cette façon de transformer ses échecs en tragédie et de rendre tout le monde responsable. Perdu encore un emploi. Le patron était toxique. Expulsé d'un autre appartement. Les colocataires étaient jaloux. Encore une facture impayée. Mais elle, faisait de son mieux. Et mes parents, Carole et Franck, eux, ne remettaient jamais rien en question. Ils s'adaptaient, réarrangeaient les choses, s'ils ne pouvaient pas résoudre directement, ils se tournaient vers moi. Tu es stable, Rachel. Tu as de la chance de pouvoir aider. C'était la phrase qui m'a poursuivie pendant des années. Aider pour le paiement de la voiture. Aider pour le loyer. Aider pour la caution. Toujours aider. Et quand je disais non, les rares fois où je résistais, ils agissaient comme si j'étais celle qui détruisait les liens familiaux. J'ai compris très tôt que ma valeur n'était pas d'être aimée. C'était d'être utile. Mais l'utilité a des limites, et ils allaient bientôt découvrir les miennes. Le dîner du dimanche avait son rituel dans notre maison. Même gratin, même table, même pression déguisée en politesse. Ce soir-là, quelque chose sonnait faux. Maman m'accueillit à la porte avec un sourire trop large pour être sincère. Tu es si mince, chérie. Tu manges assez? Papa ne dit pas grand-chose, juste un hochement de tête et un distrait. Salut, ma grande. Aaron était déjà assise à table, le nez sur son téléphone, évitant mon regard comme une ado convoquée chez le proviseur. Je connaissais ces signes. Quand ma mère devenait mielleuse et que mon père se murait dans le silence, c'était qu'il s'apprêtait à m'annoncer quelque chose dont je n'allais pas vouloir. On passa à l'entrée. Maman complimenta le beau temps comme si c'était un exploit. Papa ne cessait de remplir son verre, et Aaron picorait sa nourriture comme si elle allait se venger. Puis maman posa sa fourchette, joignit ses mains sur la table et m'adressa ce sourire travaillé qu'elle réservait aux demandes enveloppées de culpabilité. Rachel, commença-t-elle d'une voix trop douce. On a beaucoup parlé. Aaron a traversé une période difficile dernièrement. Eh bien, elle va venir habiter chez toi quelque temps. Voilà. Pas de questions, pas de discussion. Elle l'annonça comme si elle m'offrait des biscuits. Comme si, bien sûr, j'allais dire oui. Je sentis la pièce se figer, comme s'ils attendaient que je proteste, que je donne une excuse qu'ils pourraient qualifier d'égoïste. Je regardai Aaron. Elle leva les yeux rapidement, puis les détourna. Mon père se racla la gorge, déjà prêt à encaisser l'argument. Au lieu de ça, je souris. Bien sûr, dis-je d'un ton léger. Si ça peut aider Aaron à se remettre sur pied, je ne vois pas pourquoi pas. Le silence qui suivit fut tranchant. Ma mère cligna des yeux, prise de court. Mon père soupira, soulagé comme s'il venait d'éviter une balle. Aaron s'adossa à sa chaise, un sourire satisfait s'étalant lentement sur son visage comme de la mousse. Aucun d'eux ne remarqua à quel point je m'étais figée après ça. À quel point j'étais devenue silencieuse. Ils pensaient que j'avais cédé. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux n'avait songé à demander, c'était que je n'habitais plus cet appartement depuis des semaines. Et je n'avais aucune intention de laisser Aaron ou qui que ce soit d'autre s'installer dans un endroit qui n'existait déjà plus pour moi. Je ne m'étais pas réveillée un jour en décidant de mentir à ma famille. Ça avait pris des années. Des années de déceptions silencieuses, de faveurs enrobées de culpabilité, de sacrifices étouffants. De comprendre que, dans ma famille, survivre venait toujours avec des ficelles, et qu'être, la forte, signifiait simplement être la plus commode à utiliser. À 21 ans, la voiture d'Aaron fut saisie. Elle m'appela en pleurs. Elle disait qu'elle ne pouvait pas se rendre à son nouveau travail. Que celui-ci serait différent. Qu'elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Mon crédit était impeccable. Co-signé parut une petite faveur. 3 semaines plus tard, elle arrêta d'aller travailler. Manqua les paiements.
Devinez qui vit son crédit s'effondrer. À 23 ans, maman m'appela en pleurs parce que l'hypothèque n'était pas payée. Papa avait perdu son emploi. Aaron était revenu à la maison. J'ai viré $2000 le lendemain matin. Personne ne m'a remercié. À Noël, maman m'offrit une tasse marquée « Meilleure fille du monde » et j'ai failli éclater de rire. À 25 ans, Aaron eut un DUI. Le premier qu'on connaissait du moins. Papa me demanda de garder ça secret. Il disait que ça détruirait la réputation de la famille. J'ai payé l'avocat. Aaron n'a jamais dit un mot. L'année suivante, quand elle se fit arrêter encore une fois et que je refusais d'aider, maman me traita de froide. Tu n'as jamais compris ce que c'est que de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime, dit-elle. La vie d'Aaron est plus difficile que la tienne. C'est à ce moment-là que j'ai su. Pas soupçonné, su. Il ne me voyait pas. Il voyait une fonction, un robinet à ouvrir quand quelque chose cassait. Un portefeuille qui souriait. Alors j'ai commencé à me retirer, à décliner poliment, à changer de sujet, à dire « je vais y réfléchir » au lieu de « oui ». Ils l'ont remarqué. Et ça ne leur a pas plu. Un soir, je me retrouvais assise seule dans mon appartement. Le condo que j'avais acheté sans aide, décoré avec des soldes, payé mois après mois grâce à des chiffres, des tableurs et une patience silencieuse. Je fixais la porte d'entrée et je réalisais que je ne m'y sentais plus en sécurité, car ce n'était plus chez moi. Quand il voulait quelque chose, c'était toujours « à nous », tout comme mon temps, mon argent, ma patience. Alors, j'ai pris une décision. J'ai appelé un agent immobilier, vendu l'appartement discrètement, légalement. Sans fanfare, j'ai déménagé dans une petite location de l'autre côté de la ville. Personne n'a demandé où, et je n'ai rien proposé. J'aurais pu leur dire, mais je ne l'ai pas fait. Pas par cruauté, pas par vengeance, par préservation. Parce que parfois, quand on grandit dans une famille qui ne se souvient que de ton utilité, la chose la plus douce que tu puisses faire pour toi-même est de disparaître juste assez pour respirer. Les textos commencèrent le lundi. On amène le matelas d'Aaron samedi matin. Franck charge les cartons vendredi soir. Elle est ravie d'avoir enfin son propre espace. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il s'adressait à une version de moi qui n'existait plus. Chaque message partait du principe que j'allais ouvrir la porte, réorganiser ma vie, absorber le poids sans un bruit. Il l'avait fait tant de fois. Ils ignoraient seulement que j'avais cessé d'écouter. Dès jeudi, maman m'envoyait des messages tous les jours. Dis-moi si tu veux que je nettoie quelque chose avant qu'elle s'installe. Aaron dit qu'elle ne sera pas un fardeau. Elle apporte sa propre vaisselle. Celui-là me fit sourire doucement, seul avec mon café. Elle n'avait pas lavé une assiette dans son propre appartement depuis des années, mais je laissais tout se dérouler. Je ne résistais pas. Je ne les corrigeais pas. J'attendis. Samedi matin. Je suis partie tôt. Café d'abord, puis une virée à travers la ville, sans destination précise. J'ai flâné dans un marché fermier sans intention d'acheter quoi que ce soit. Je suis restée au soleil plus longtemps que nécessaire. Mon téléphone a vibré 3 fois dans ma poche avant que je ne regarde. Appel manqué. Messages vocaux. J'ai laissé passer le 4e appel. Rachel. C'était ma mère, mais pas sa voix douce. La voix cassante, celle imprégnée de panique. Qu'est-ce qui se passe, exigea-t-elle. Il y a quelqu'un ici. Un homme. Il dit qu'il vit dans le condo. Qu'il dit que tu n'y habites plus. Je laissai le silence s'étirer. Je voulais qu'elle le ressente. L'espace inconnu, la certitude disparue. Tu ne nous as rien dit, lança-t-elle, sèche. Tu n'as jamais prononcé un mot. Non, répondis-je calmement. Je ne l'ai pas fait. Des bruits de fond, le froissement de sacs. La voix basse de mon père, tendue. Aaron disant quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Rachel, siffla ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vendu le condo, dis-je simplement. Il y a des semaines. Tu as fait quoi? Je suis partie discrètement. Je ne pensais pas que ça comptait. Personne n'a demandé où je vivais, alors je n'ai rien dit. Un instant, rien. Je les imaginais sur ce perron, les sacs posés au sol, les bras croisés, réalisant qu'ils avaient planifié une invasion mais s'étaient présentés au mauvais château. Puis la voix de mon père fendit l'air. Tu nous as menti. Tu as dit qu'elle pouvait emménager. J'ai dit, si ça aide Aaron, je ne vois pas pourquoi pas. Je n'ai pas dit où. Un autre silence.
Une inspiration brusque de ma mère et d'Aaron. Enfin. Alors quoi? On est censé, quoi? Trouver une solution maintenant? Elle avait l'air jeune en disant ça. Pas en colère, juste perdue. Et l'espace d'un bref instant, j'ai failli répondre, mais je ne l'ai pas fait. Parce que voilà ce qu'ils ignoraient, je n'avais pas changé les serrures par colère. Je n'avais pas vendu le condo pour faire un point. Je l'avais fait parce que j'étais fatiguée de vivre dans un lieu qui n'avait jamais vraiment été le mien. Je l'avais fait parce que je méritais d'entrer chez moi sans me préparer à encaisser. Et parce que parfois, la chose la plus douce que vous puissiez faire pour ceux qui refusent de changer, c'est de ne plus leur faire de place. Ils pensaient que c'était fini. Ils avaient tort. Parce que le soir même, ils étaient devant ma porte. Je le savais. Même en buvant mon café ce matin-là, même en laissant s'accumuler leurs messages vocaux, je savais que ma mère ne lâcherait pas. Elle creuserait, appellerait quelqu'un, ou débarquerait juste pour prouver que peu importe où j'allais, j'étais toujours joignable, toujours redevable. Au coucher du soleil, le coup à la porte retentit. 3 frappes rapides et sèches. Celles qu'on entend quand quelqu'un essaie de rester poli mais peine à se contenir. Je regardai par le Judas. Carole, Franck, Aaron, et un coffre de voiture rempli de cartons garés devant, comme un jour de déménagement. J'ouvris la porte à moitié. Vous m'avez trouvé, dis-je d'un ton plat. Maman avait le visage rougi. Son rouge à lèvres effacé, ses cheveux repoussés comme si elle avait passé ses mains dedans trop de fois. On a essayé d'appeler, dit-elle, la voix tendue. On ne pensait pas que tu allais vraiment, on ne pensait pas que tu serais ici. C'est mon appartement, répondis-je. Mais tu as dit, la voix de papa montait. Tu as dit qu'elle pouvait emménager. Et maintenant on est là, avec toutes ces affaires, et tu agis comme si nous étions des étrangers. Je ne bougeais pas. Je n'élevais pas la voix. Je n'ai jamais dit qu'elle pouvait emménager ici. J'ai dit, si ça aide Aaron, je ne vois pas pourquoi pas. C'était pour l'ancien endroit, où, si vous vous en souvenez, je n'habite plus. Aaron avança, les bras croisés. Ses joues étaient rouges, mais pas de gêne, de colère. C'est mesquin, Rachel. Tu te prends toujours pour au-dessus des autres. Mais ça, c'est juste cruel. J'inclinai la tête. Tu as emballé ta vie et traversé la ville pour emménager dans l'appartement de quelqu'un sans même vérifier qu'il existait encore. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'ingratitude. La voix d'Aaron se brisa. Je suis ta sœur. Oui, dis-je. Et tu as passé des années à confondre ça avec un logement gratuit. Papa se plaça entre nous, sa voix tranchante, pleine d'avertissement. Ça suffit, Rachel. Nous ne partons pas. Nous avons supporté beaucoup de choses de ta part. Tu dois ça à ta sœur. Voilà. Le mot toujours suspendu, jamais prononcé. Devoir. Comme si chaque dollar payé, chaque heure travaillée, chaque nuit blanche passée à résoudre des problèmes que je n'avais pas causés avait été noté quelque part, dans un contrat silencieux que je n'avais jamais signé. Je reculai, pris mon téléphone. « Qu'est-ce que tu fais » demanda maman, les yeux plissés. Je ne répondis pas. Je composais. 3 sonneries. Puis, 17. Police secours, quelle est votre urgence? Ma voix resta calme. Oui, j'ai des membres de ma famille devant mon appartement qui refusent de partir. Ils ne sont pas sur le bail. Ils n'ont pas été invités. Je voudrais signaler une intrusion. La bouche d'Aaron s'ouvrit. Franck jura entre ses dents. Maman me regarda comme si je venais de la gifler. Rachel, murmura-t-elle, presque suppliante. Tu appelles la police contre ta propre famille. Je vous ai demandé de partir, dis-je. Vous ne l'avez pas fait. L'opératrice demanda mon adresse. Je la donnai. La voix d'Aaron tremblait de rage. Ça va tout gâcher. Tu sais ce que les gens vont penser de toi? Tu sais ce qu'ils vont dire? Oui, dis-je. Ils diront que j'ai enfin arrêté d'ouvrir ma porte. Maman cligna des yeux. Sa voix devint plus faible. Tu étais gentille autrefois. Je ne sciais pas. Et toi, tu remarquais quand je souffrais. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, rempli de toutes les limites ignorées, de tous les mots avalés, de tous les moments où j'avais dit oui alors que je voulais hurler non. Une voiture de patrouille arriva 10 minutes plus tard. L'agente en sortit, grande et calme, la main près de sa ceinture mais détendue. Bonsoir, dit-elle. Nous avons reçu un appel pour intrusion. Je hochai la tête. C'était moi.
Elle regarda mes parents, Aaron, puis la voiture dont le coffre était encore plein de sacs. Madame, monsieur, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. C'est notre fille, dit Frank. C'est peut-être une affaire de famille, mais c'est sa résidence, répondit l'agente. Et vous n'avez pas le droit d'y rester sans autorisation. Aaron avait l'air prêt à pleurer, ou à lancer quelque chose, ou les deux. Tu vas le regretter, Rachel. Non, répondis-je. J'ai regretté presque tout jusqu'ici. Ça, c'est la première chose dont je suis sûre. Le lendemain, je me réveillai avec 12 appels manqués. 5 de maman, 2 de papa. Les autres de numéros inconnus, sûrement des cousins, ou des amis de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Puis vinrent les textos. Pourquoi as-tu fait ça à ta propre sœur? Ta mère est dévastée. Aaron dort dans sa voiture. C'est ça que tu voulais? Je ne répondis pas. Je fis seulement défiler. Puis je tombai dessus. Un post Facebook de ma mère. Public. 3 paragraphes ponctués d'émojis cœur brisé et une photo d'Aaron enfant. Nous avons élevé nos 2 filles à prendre soin l'une de l'autre. Mais l'une d'elles a oublié ce que cela signifie. Nous sommes bouleversés que Rachel, si prospère, si chanceuse, nous tourne le dos dans notre moment de besoin. Aaron ne méritait pas ça. Aucun de nous ne le méritait. Des centaines de likes, des dizaines de commentaires de gens que je n'avais pas vus depuis mes 12 ans, me traitant d'égoïste, de froide, de prétentieuse. Ce n'était pas nouveau, juste plus bruyant. Je fixai l'écran longtemps. Puis, pour la première fois de ma vie, je répondis par un fil. Simple, sans fioriture, sans hashtag. Capture d'écran, le virement de 2000 $ pour payer l'hypothèque. Capture d'écran, mon nom sur le prêt auto d'Aaron, suivi de l'avis de recouvrement. Photo de la facture d'avocat pour son affaire de conduite en état d'ivresse. Une chronologie de chaque service exceptionnel, accepté depuis mes 21 ans. Le reçu de la vente du condo. Et enfin un message que j'avais gardé. Un qu'Aaron m'avait envoyé 2 ans plus tôt, me traitant de « robot ennuyeux » parce que je ne voulais pas qu'elle squatte chez moi un mois. Je terminai par une seule phrase. Je n'ai pas abandonné ma famille. J'ai juste cessé de m'endetter émotionnellement. J'éteignis mon téléphone après ça, non pas par peur, mais parce que je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais seulement besoin de calme. Et pour une fois, je l'avais. Ce soir-là, l'appartement était immobile. Pas de bruit dans le couloir, pas de téléphone qui vibre, seulement le ronronnement du frigo et le craquement occasionnel des vieilles canalisations. Je fis du thé, de la camomille. Pas pour dormir. Je n'avais plus besoin d'aide pour dormir. C'était pour le rituel. Une tasse douce tenue à 2 mains, la vapeur montant comme un pardon que je n'avais pas demandé. Mon téléphone s'alluma une fois. Maman, puis encore, Aaron. Je n'ouvris pas les messages. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la séquence, choc, colère, culpabilité, supplication, toujours dans cet ordre. Je bloquai les 2 numéros, non par cruauté, non par orgueil, mais parce que toutes les portes ne méritent pas d'être frappées éternellement. Je sortis sur le balcon. Il faisait froid, mais pas mordant. Le genre de froid qui te rappelle que tu es vivant. En bas, la ville bourdonnait, les gens marchaient, les phares brillaient, quelqu'un promenait un chien dans un manteau gonflé trop grand pour le printemps. Une voisine 2 étages plus bas m'aperçut et me fit signe. Je lui rendis son geste. C'était simple, ce petit signe, mais plus réel que la plupart des choses que j'avais faites par obligation. À l'intérieur, j'éteignis les lumières une par une. Le salon, la cuisine, le couloir. Pas de cadre au mur, pas de photos de famille, juste le silence, juste de l'espace vide et propre. Je ne me sentais ni triomphante, ni amère, ni brisée. Je me sentais simplement débarrassée du rôle. Fini l'explication, fini l'oxygène de secours pour des gens qui n'avaient jamais appris à respirer seuls. Quelque part, ils réécrivaient sûrement encore l'histoire, me faisant passer pour la méchante, la froide, la fille ingrate. Qu'ils le fassent. Je n'étais pas venue ici pour être aimée. Je suis venue ici pour arrêter de prétendre que je ne comptais pas. Ils racontaient l'histoire comme si j'avais disparu, et maintenant c'est moi qui l'ai écrite.